enthousiaste Tokyo. C'est de loin la plus grande et la plus peuplée ville du monde, avec plus de 37 millions d'habitants. En même temps, pour beaucoup, c'est aussi la meilleure ville du monde. Propreté, sécurité, transport en commun et ruelles envoûtantes se sont sans égal dans toute autre grande ville. Tokyo est tout simplement une exception. Comment Tokyo est-elle devenue une ville aussi incroyable, évitant de nombreuses erreurs d'urbanisme courantes dans les grandes villes? Contrairement à ce que l'on pense, la conception urbaine de Tokyo ne date pas de sa reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, mais de plusieurs siècles plus tôt. Au début du XVIIe siècle, au commencement de la période Tokugawa, Tokyo, alors appelée Edo, a été choisie pour devenir la capitale de facto du gouvernement. Un nouveau système formel d'urbanisme a émergé. La division des terres y a abouti à deux classes très différentes. Les classes de samouraïs, caractérisées par des résidences à faible densité avec d'importants espaces verts, et les quartiers des roturiers, qui étaient des zones à forte densité et à usage mixte suivant un schéma en grille. Ce protocole d'aménagement destiné à réguler l'expansion urbaine et à classer les zones sociales, associées à la pression démographique, a forcé les quartiers roturiers à optimiser l'espace, créant ainsi les rues en grille à show blocks à Tokyo. Chaque bloc mesurait environ 128 000 pieds carrés et abritait en moyenne 300 personnes. Fidèles à leur nature féodale, de nombreuses rues les reliant étaient étroites et anguleuses pour empêcher les assauts ennemis sur la capitale politique. Ce système d'organisation spatiale s'est avéré très différent des traditions occidentales. À Tokyo, l'espace urbain était un patchwork de quartiers discontinus plutôt que de suivre des systèmes de quadrillage rigides et centralisés. Le développement dense, à usage mixte, et les réseaux de rues en grille, observés aujourd'hui à Tokyo, trouvent en grande partie leur origine à cette époque. Les quartiers des roturiers sont devenus des districts commerciaux, tandis que les quartiers des samouraïs sont devenus des zones résidentielles et administratives. En comparant la carte du quartier d'affaires Nihonbashi de 1828 à aujourd'hui, on voit que les cercles gris indiquent un divers spectacle et que la grille en bloc reste bien visible. La modernisation du Japon à la fin du XIXe siècle a fortement influencé la conception de Tokyo. Avec l'ouverture du pays, Tokyo a adopté des éléments des capitales occidentales comme Paris et Londres, tels que routes pavées, trottoirs, égouts et boulevards urbains. La loi sur l'aménagement urbain de Tokyo de 1919 a officiellement intégré ces idées dans la politique nationale d'urbanisme. Pour de nombreux historiens, c'est à cette époque que Tokyo a réellement tenté d'imiter les villes occidentales. Mais comme nous le verrons, leur géographie, culture et histoire urbaine ont rendu cela difficile, faisant de Tokyo un hybride unique. Quoi qu'il en soit, il s'agissait des premières lois nationales à réglementer de manière systématique les processus d'urbanisme partout au Japon. Et elles sont restées en vigueur jusqu'à leur mise à jour en 1968. Bien qu'il y ait beaucoup de choses incluses, les deux principaux éléments à examiner sont le code de zonage et le cadre pour le réaménagement foncier. Le code de zonage instauré par la loi était bien plus souple que ceux des villes occidentales. Alors qu'aux États-Unis, le zonage cherchait à séparer strictement les usages, souvent pour des raisons de classe ou raciales, celui du Japon était hiérarchique et inclusif par nature. 4 grandes zones ont été initialement définies, autorisant un mélange d'usages résidentiels, petits commerces, restaurants et bureaux, à condition qu'ils ne causent pas de nuisances majeures. Cette flexibilité a permis de préserver les quartiers dynamiques et piétonniers de Tokyo, où les usages commerciaux et résidentiels coexistent à proximité les uns des autres. Le remembrement foncier était l'autre outil de planification clé adopté des pratiques occidentales, mais il a été adapté de manière unique à la structure foncière urbaine du Japon, caractérisée par des parcelles denses et une propriété privée. Au lieu d'exproprier, le remembrement foncier regroupait temporairement les parcelles pour les réaménager, routes, infrastructures, espaces publics, puis rendait la terre aux propriétaires, souvent avec une superficie un peu réduite, mais une valeur accrue. Maintenant, à partir d'ici, c'est là que nous arrivons aux deux éléments qui ont changé à jamais Tokyo en tant que ville. Le premier fut le grand séisme du Kanto de 1923. Il a détruit plus de la moitié de Tokyo et presque tout Yokohama. Plus de 100 000 morts, environ 2 500 000 sans-abri. 2 décennies plus tard, le bombardement incendiaire de Tokyo durant la Seconde Guerre mondiale, commencé en 1942, s'est surtout intensifié en 1944.
Plus de 60% de Tokyo a été détruit à la fin de la guerre, dont la moitié en une seule nuit, le 9 mars 1944. Ce fut le raid aérien le plus destructeur de toute l'histoire de l'humanité, avec plus de 100 000 personnes qui ont péri. 2 tragédies successives ont forcé Tokyo à se reconstruire. Depuis les cendres, une toile vierge. Mais c'est là que ça devient intéressant. Et si je vous disais que la toile vierge des urbanistes de Tokyo n'était pas vraiment si vierge? Vous voyez, il est courant de croire que Tokyo est devenu si incroyable parce qu'ils ont pu repartir de zéro et éviter de nombreuses erreurs, mais les choses ne se sont pas du tout passées ainsi. D'après le professeur André Sorensen dans The Making of Urban Japan, les urbanistes et architectes japonais avaient des projets ambitieux pour Tokyo après la guerre. Ishika Hideaki, le directeur de la planification du gouvernement métropolitain de Tokyo, a proposé une vision audacieuse visant à restructurer fondamentalement Tokyo et à la transformer en un réseau de petites sous-villes autonomes séparées par des ceintures vertes. Les urbanistes proposent une contribution foncière obligatoire de 15% pour tous les propriétaires afin d'aider à créer ces espaces publics. Les nouveaux codes de zonage auraient clairement séparé les zones résidentielles et industrielles. C'était le genre de plan directeur moderniste auquel on pourrait s'attendre de la part d'un pays en reconstruction après une catastrophe, directement inspiré des idéaux de l'urbanisme européen moderne. Rien de tout cela n'est arrivé, je vais vous expliquer. Le Japon d'après-guerre était ruiné. De nombreuses villes comme Hiroshima, Nagasaki, Osaka ou Yokohama devaient être reconstruites. Le gouvernement n'avait tout simplement pas la capacité financière d'entreprendre une reconstruction aussi radicale à Tokyo. Ils n'avaient pas l'autorité pour imposer leurs projets ambitieux. Après la guerre, le Japon a été occupé par les forces américaines avec une souveraineté limitée. Ils étaient à la merci des priorités américaines. Les villes, et tout comme l'urbanisme n'a jamais vraiment été une priorité en Amérique, ce n'était certainement pas le cas à l'époque. Tout grand projet de travaux publics nécessitait l'approbation du commandant suprême des forces alliées, mais tous ces grands plans de reconstruction étaient largement découragés car ils étaient considérés comme trop symboliques, potentiellement nationalistes et moins urgents. La stabilité était essentielle. Il manquait là à la fois l'argent et l'autorité nécessaires. Cela signifie que, puisque les urbanistes n'étaient pas en mesure de contrôler la ville, ce sont les habitants qui ont pris les choses en main, reconstruisant leurs propriétés avec peu d'encadrement ou de contraintes. Ce niveau d'autonomie locale n'était pas forcément nouveau au Japon. Cela vient des traditions rurales d'autogouvernance, où les villages utilisaient des réseaux d'entraide comme le Yui, un système coopératif pour gérer les ressources et accomplir les tâches. Ces habitudes ont persisté à Tokyo, les institutions formelles étant faibles. Ainsi, l'absence de plan directeur rigide à Tokyo a favorisé une ville plus organique, multicentrique et diversifiée, conservant de nombreuses ruelles traditionnelles, yokochos, des blocs et des schémas d'utilisation des sols d'avant-guerre. Il n'y a pas eu de réel changement dans le développement de Tokyo après la guerre, mais une accélération d'un processus amorcé depuis des décennies, impliquant la fusion organique des paysages ruraux et urbains. C'était la clé de tout. L'absence de plan directeur à Tokyo a favorisé le développement de son caractère unique et la préservation de son agencement urbain traditionnel. C'était vraiment une bénédiction déguisée. Comparé à Berlin, où l'Est et l'Ouest ont été reconstruits comme vitrines idéologiques, ou à Londres, dont la reconstruction d'après-guerre fut marquée par la fierté nationale et les plans Abercrombie. Tokyo avait simplement la liberté. Si nous voulions imaginer à quoi ressemblerait Tokyo si elle avait été développée de manière formelle, alors je pense que Séoul en est en fait un bon exemple. Et ce n'est pas pour dire que Séoul n'est pas incroyablement bien conçue, car elle rivalise clairement avec Tokyo sur de nombreux aspects. Et lorsqu'elle a été détruite pendant la guerre de Corée, elle a été reconstruite d'une manière complètement opposée à travers une transformation urbaine centralisée et dirigée par le gouvernement, ce qui a donné naissance à une ville très différente. Il faut noter que Tokyo ressemble encore partiellement à ce que les urbanistes avaient imaginé ou souhaité faire. Comme je l'ai dit précédemment, ils voulaient en faire une ville à plusieurs centres, au lieu d'avoir un seul pôle dominant, ce qui a fini par se produire puisque Tokyo est composé de 23 grands districts, ou arrondissements comme on les appelle, mais nous y reviendrons bientôt. La différence tient à la conception initiale et aux résultats obtenus. Bien sûr, avec le temps, Tokyo s'est beaucoup modernisé. Après la fin de l'occupation en 1952, surtout durant le miracle économique japonais, 1955-1973, Tokyo a connu une évolution spectaculaire.
Par exemple, tout le monde connaît l'incroyable efficacité de leur métro. Pour beaucoup, c'est le meilleur. Regardez juste cette carte. Près de 2,4 milliards de personnes l'empruntent chaque année. C'est pendant cette période qu'il a fait le plus de progrès. Dans les années 1950, le métro de Tokyo était très limité, avec seulement la ligne Ginza et la nouvelle ligne Marunouchi. Les choses auraient pu se passer tout autrement ici. Alors que l'industrie automobile commençait à se développer dans le monde entier, les urbanistes auraient pu orienter Tokyo vers une infrastructure plus axée sur la voiture. Mais ils ne l'ont pas fait. Le gouvernement a préféré investir massivement dans les transports en commun, car Tokyo était déjà très densément peuplé, avec des rues étroites. Sa population était passée de 3,5 à 9,7 millions en 15 ans. Le terrain, trop cher et rare, a obligé à optimiser l'espace faute de routes, larges et parkings. En 1959, ils ont été désignés hôtes des Jeux Olympiques d'été de 1964. C'est là que leur infrastructure de transport a vraiment décollé. La ligne de métro Hibiya et le Tokaido Shinkansen reliant Tokyo à Osaka ont été inaugurés à temps pour l'événement. Aujourd'hui, ils accueillent ensemble plus de 1,6 million de passagers par jour. La ville a dû se moderniser face à l'essor de l'automobile. Elle devenait une ville mondiale. L'autoroute Shuto a été construite à cet effet. Sa construction a misé sur l'image nationale et la fonctionnalité, pas sur l'intégration locale. Construite à travers la ville, pas pour elle. Pendant le miracle économique japonais, alors que des millions de personnes migraient chaque année des zones rurales vers les zones urbaines et industrielles, l'industrie automobile a commencé à exploser, les voitures étant produites pour la première fois pour le marché intérieur. La possession de voitures a augmenté de 600% entre 1960 et 1970. Bien que Tokyo adapte ses rues à la voiture et les rende moins connectées, sa connectivité restait élevée selon les standards mondiaux. Mais à mesure que Tokyo entrait dans l'après-années 70, les limites de cette croissance rapide et réactive commencèrent à apparaître. La ville subissait une forte pollution, un manque de logements et la flambée des prix du foncier. Le Japon a adopté plusieurs lois de planification. La loi sur la planification urbaine de 1968, remplaçant celle de 1919, la loi sur le réaménagement urbain de 1969 et la loi sur les normes de construction de 1970. Elles n'étaient pas destinées à réinventer Tokyo, mais à apprivoiser et améliorer l'existant. La loi de 1968 était la plus fondamentale, c'est le cadre de Tokyo moderne. Tout ce qui est venu après n'est qu'un réglage plus ou moins fin. Bien que beaucoup de choses y aient contribué, l'établissement de ces 12 zones est l'héritage le plus visible. Il existe 12 catégories d'utilisation des sols, chacune ayant ses propres règles de construction, taille et activités à autoriser. La première est la plus stricte, réservée aux habitations. La 12e, la moins stricte. Ce qui rend ce système exceptionnel, c'est qu'il est hiérarchique et inclusif. Chaque catégorie supérieure autorise les usages des catégories inférieures. C'est ce qui fait de Tokyo une ville à usage mixte. À New York, une ville toujours praticable à pied, la ville est divisée en centaines de districts de zonage séparant strictement zones résidentielles, commerciales et industrielles. Le développement à usage mixte est faisable, mais souvent entravé par la bureaucratie. Pendant ce temps, l'histoire de Londres est totalement différente. Ils utilisent une planification au cas par cas, offrant une flexibilité maximale mais générant une grande imprévisibilité à cause des négociations pour les autorisations. Tokyo, c'est tout simplement beaucoup plus simple. D'après le Bureau des Affaires Générales de Tokyo, entre 1957 et 2009, les propriétaires fonciers individuels ont bâti plus de surfaces de plancher que les grands promoteurs et le gouvernement réuni. Autre nouveauté, Tokyo a pour la première fois divisé les terrains en deux catégories. Zones où l'urbanisation était encouragée et zones où la construction était limitée pour préserver les terres agricoles et éviter l'étalement urbain. Cela a aidé Tokyo à éviter les banlieues interminables et déconnectées que l'on voit dans de nombreuses villes occidentales. Pour comprendre pourquoi c'était nécessaire, je pense que cette carte illustre assez bien la situation. Tokyo était en pleine croissance et il fallait la gérer avant qu'elle ne devienne incontrôlable, ce qui est toujours vrai aujourd'hui. Cette croissance continue a mené à une nouvelle transformation silencieuse de Tokyo. Décentralisation. Tokyo commençait enfin à manquer d'espace. Les prix des terrains grimpaient, la circulation était terrible
et les quartiers centraux comme Marunouchi, Ginza et Chiyoda étaient devenus si denses qu'ils étaient débordés. Ce n'était pas un grand plan, mais quelque chose de subtil. Le gouvernement métropolitain s'appuie désormais davantage sur le concept de sous-ville, comme l'avaient envisagé les urbanistes du Tokyo d'avant-guerre. Ils ont donc déplacé le siège du gouvernement métropolitain de Tokyo de Chiyoda vers un nouveau bâtiment à Shinjuku, dans le but de faire de Shinjuku un véritable centre principal à part entière, et pas seulement un pôle de transit et de shopping. On voit rarement cela dans chaque arrondissement de Tokyo, chacun reflétant une facette de la ville. Vous avez Shibuya, capitale de la mode et de la jeunesse, à Tokyo, Ginza, quartier chic du shopping et divertissement, Asakusa, symbole du Tokyo traditionnel, et Akihabara, lieu incontournable pour l'électronique et les amateurs d'anime, pour n'en citer que quelques-uns. Comme mentionné, Tokyo est une constellation de petits lieux, chacun avec sa logique, tous reliés en un ensemble complexe mais fonctionnel. Je vais maintenant expliquer comment Tokyo a géré le logement, montrant ainsi pourquoi elle diffère tant des villes occidentales. Je me répète, mais ce graphique montre que Tokyo construit bien plus de logements que les autres grandes villes depuis 1970. Cela s'explique par le zonage permissif, mais tout de même. Même dans les années 90, quand le Japon connaissait une crise financière, il construisait plus de logements que toutes les villes occidentales alors prospères. Aujourd'hui encore, alors que la population de Tokyo culmine, les prix de l'immobilier restent assez stables, surtout comparés à San Francisco, Sydney et Toronto. Ils ont traversé des pénuries et des tensions d'accès, mais jamais une vraie crise du logement au sens occidental. Enfin, on ne peut pas parler du développement moderne de Tokyo sans mentionner son adaptation aux catastrophes naturelles. Vous voyez, le Japon semble toujours être confronté à certaines des catastrophes naturelles les plus intenses en raison de sa situation géographique, étant le seul pays connu à se trouver à la jonction de 4 grandes plaques tectoniques. Non seulement il y a eu le grand séisme du Kanto en 1923, mais aussi le séisme de Fukui en 1948, le typhon Vera en 1959, le grand séisme de Hanshin en 1995 et le séisme et tsunami de Tohoku en 2011, pour n'en citer que quelques-uns. Des milliers de morts, des villes détruites et des milliards de dégâts. Naturellement, la façon dont le Japon réagit à ces catastrophes influence directement la manière dont toutes leurs villes sont construites. L'idée de la reconstruction n'est pas l'exception, mais la norme. Là-bas, la dépréciation est culturelle. Les bâtiments, surtout les maisons, perdent vite de la valeur, atteignant souvent zéro en 30 à 40 ans. C'est littéralement inscrit dans leur loi fiscale. Seul le terrain conserve de la valeur, donc les propriétaires se concentrent sur la possession du terrain plutôt que sur la préservation de la maison, même si elle est structurellement en bon état. Les maisons anciennes deviennent vite obsolètes, et la rénovation étant coûteuse, beaucoup préfèrent les reconstruire. Aux États-Unis ou en Europe, les maisons anciennes gardent ou gagnent de la valeur. Les acheteurs aiment le charme, le savoir-faire et l'histoire. Sauf si elle tombe en ruine, une maison n'est presque jamais jugée jetable. Une partie de cette différence culturelle s'explique par la forte exposition du Japon aux tremblements de terre, ce qui entraîne des mises à jour fréquentes des normes de construction pour refléter des standards sismiques plus stricts, rendant ainsi les maisons rapidement obsolètes. Cela crée un cycle d'entretien insuffisant, faute d'incitation à rendre les maisons attractives à la vente. Mais cela crée un marché où les propriétaires se sentent plus libres de concevoir leur maison comme ils le souhaitent, tout en acceptant en même temps leur moins-value. Le Japon a beaucoup plus d'architectes par habitant que de nombreux pays, car il faut construire de nombreuses maisons neuves sur mesure. Cependant, cette tendance est en train de changer. Mais l'autre aspect de cela est philosophique. La culture japonaise traditionnelle adopte l'idée que tout est impermanent, un concept bouddhiste connu sous le nom de Muyo. Reconstruire n'est pas perçu comme une perte, mais comme un renouveau. C'est naturel! Le meilleur exemple en est la destruction et la reconstruction cyclique du grand sanctuaire d'Ise, le site shintoïste le plus sacré du Japon. Tous les 20 ans, les bâtiments du sanctuaire sont détruits puis reconstruits pour préserver et transmettre les méthodes traditionnelles à la génération suivante. C'est pourquoi Tokyo semble si futuriste et moderne, la ville évoluant sans cesse. En parlant de leur culture, les Japonais apprennent à leurs enfants à nettoyer non seulement après eux-mêmes, mais aussi après leur communauté dès leur plus jeune âge. Une culture de la dignité imprègne tout, y compris l'atmosphère de la ville.
Une mégapole de 37 millions d'habitants qui paraît plus propre que des villes de quelques milliers d'habitants. Tout cela a fait de Tokyo la troisième ville la plus puissante du monde, ce qui est un exploit remarquable vu les circonstances. Tokyo domine le Japon comme ville primatiale, mais n'est pas encore le centre financier de l'Asie, contrairement à New York pour l'Amérique et Londres pour l'Europe. Hong Kong occupe cette place. Tokyo n'est pas devenu un grand centre entrepreneurial comme la Silicon Valley. Singapour occupe cette position en Asie. Aujourd'hui, Tokyo évoque Paris il y a un siècle. Une ville de fascination, d'atmosphère et d'identité. Pour beaucoup, cela en fait la meilleure ville du monde. Merci d'avoir regardé.